enchantée. Donc, Bonjour. Marie Besoni, je suis directrice générale des Vedettes de Paris. Donc, ce sont des bateaux sur la Seine, au pied de la Tour Eiffel. J'ai 43 ans, je crois, et 3 enfants. Très bien. Voilà. Bonjour. Bonjour, et moi je suis Gilles Vallier de Carriole. On fait des remorques pour vélo, pour la logistique urbaine, qui ont pendant longtemps été fabriquées à Paris. Voilà, et donc Yannick qui est l'initiateur du mouvement avec quelques autres personnes de la Convention des entreprises pour le climat. Ravi de vous rencontrer. On va pouvoir commencer sur la première thématique, qui est celle de la prise de conscience environnementale. Pour contexte, la première session en septembre 2021, c'était assez analogue à la première des citoyens. Et c'était sur cette prise de conscience et une mise à niveau sur les enjeux environnementaux, avec notamment l'intervention d'experts tels que Valérie Masson-Delmotte, qui a fait l'ouverture avec la publication du nouveau rapport du GIEC. Bien sûr. Pour de nombreux participants, ça a été vécu comme un déclic. C'est vrai, très bien. Et du coup, la première question, je la tourne vers vous. La dimension personnelle extrêmement importante, la dimension humaine dans la compréhension du changement pour les conventionnels. Avez-vous personnellement vécu un moment que vous qualifieriez de prise de conscience environnementale? Oui, mais alors il y a beaucoup plus longtemps que ça. J'étais adolescente et c'est la première fois que je voyais quand même une élection présidentielle à la télé. J'étais à Lyon. Et c'est la première fois que je vois arriver alors Raymond qui est là, avec son verre d'eau, qui explique la ressource rare. Et là, je commence à m'intéresser. À l'époque, on rentrait dans les questions d'environnement par les questions de développement et par les questions justement d'inégalité dans le développement, de modèles de développement, de tiers-monde et de prédation des ressources. Et puis assez vite, par les questions liées au nucléaire, puisque c'est la grande époque aussi où les questions relatives au nucléaire commencent à se poser. Mais toujours à partir des questions de développement, c'est-à-dire qu'on rentre par une question économique, et puis il y a des personnalités là qui, moi, dont aujourd'hui on ne parle plus, mais Huguette Bouchardot, ça c'était le PSU qui qui portait ces questions-là. Et qui font que je me suis intéressée à ce moment-là aux questions relatives à la planète, mais sous l'angle de ces écarts de développement entre pays riches et pays pauvres, et à cette idée très vite qui arrive, qui est, mais finalement, si les pays pauvres doivent passer par les étapes du développement des pays riches, et si les ressources ne sont pas infinies, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça craque, cette chose-là? Et puis après, beaucoup plus tard, dans mon engagement politique et dans mon engagement comme élue, j'ai travaillé, quand j'ai été élue, en 2004, je me suis occupée du premier bilan carbone de la ville de Paris. Et là, j'ai pu travailler avec Laurence Toubiana, avec Pierre Radan, qui étaient des experts avec lesquels on avait entrepris tout un travail avec les citoyens parisiens sur ces questions. Et puis plus tard, ma rencontre aussi avec Jean Jouzel, qui me fait vraiment comprendre, parce qu'à ce moment-là, il y a quand même la bagarre entre les sceptiques et les autres. Et d'ailleurs, à l'Hôtel de Ville de Paris, il y avait quand même une place assez importante pour les sceptiques, puisqu'on avait l'Institut du Globe, les amis de Claude Allègre, qui étaient quand même très présents pour nous expliquer, puisqu'on commençait à parler de changement climatique, que tout ça n'était pas... c'était des grands cycles du climat sur la planète, mais qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'activité humaine. Donc voilà, j'ai commencé vraiment à m'impliquer. Merci beaucoup. Je vais peut-être proposer à Gilles et Marie, ils sont plus jeunes aussi, donc mécaniquement leur conscience environnementale est beaucoup plus récente, mais de partager un peu leur moment de prise de conscience, s'ils en ont, et d'enchaîner sur... Pardon, l'élection présidentielle, c'est René Dumont. J'ai dit Raymond, c'est René Dumont. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Et donc, Marie et Gilles, partagez le vôtre. Et puis peut-être commencer de votre côté, votre évaluation du niveau de conscience environnementale que vous observez dans le monde économique. Et j'entends économique au sens large, et du coup, ça sera hyper intéressant d'avoir votre rebond. C'est et le monde de l'entreprise, et les institutions, et dans les différents ministères aussi.
Tu me laisses la primeur. Oui, alors effectivement, moi je me suis retrouvée à la Convention des entreprises pour le climat en n'ayant pas plus de connaissances que ça ou de sensibilité que ça, du moins que ce qu'on nous relaie gentiment au journal de 20h, désolée de... voilà. Mais voilà, en se disant que c'était mieux d'avoir des oiseaux et des petites bêtes qui couraient dans les prés plutôt que des gros pylônes électriques, pour la faire en courte. Et effectivement, cette première session a été... pour moi, vraiment, on a tous appelé ça comme ça, une claque climatique phénoménale. Grosso modo, on s'est tous retrouvés, même ceux qui avaient déjà une très forte conscience de ce qui se produisait en position fétale. Enfin, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Enfin, un moment de panique. Et parce que jusqu'à présent, on nous parlait de réchauffement climatique, de 1 degré, 1,5, 2 degrés, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, et donc, lors de cette session-là, on s'en est rendu compte. Donc, ce qui nous a fait peur dans un premier temps, mais aussi de suite qui nous a dit mais on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on agisse. Il y a un défi devant nous, un défi de société, un défi pour nos entreprises également de survie, un défi pour nos emplois, pour après tout ce qui est aménagement du territoire et autres. Il faut qu'on agisse. On a un défi devant nous et il faut qu'on agisse. Clairement, sans cette claque qu'on s'est prise à la session 1, jamais on n'aurait eu conscience de l'urgence à agir et de la nécessité de faire voler en éclats un petit peu, comme on disait, tout ce qui est relation avec la concurrence ou quoi que ce soit, pour avoir un véritable travail de coopération, collaboration, que ce soit avec nos concurrents, nos clients, nos fournisseurs et toutes nos parties prenantes, pour inventer en fait notre entreprise de demain et comment elle peut devenir soutenable. Donc en fait, nous, effectivement, on a été choqués par cette claque climatique et surtout, au final, de l'écart de la prise de conscience entre tout un chacun et effectivement ce qui est nécessaire pour agir. Se joue. Et moi, j'ajouterais juste un truc, parce qu'effectivement, ce que vient de dire Marie est très vrai et très complet, c'est que j'ai été, moi, alors je suis arrivé avec peut-être une conscience un peu plus aboutie, j'avais déjà entamé une transformation personnelle depuis quelques années, mais j'ai été très surpris de voir que des gens qui arrivaient là en pensant connaître le sujet, parce qu'en fait, pour arriver à la Convention des entreprises pour le climat, il faut déjà se dire qu'il y a quelque chose à aller creuser. Une grande majorité se sont quand même pris une claque. Et en fait, on a beau penser connaître le sujet en tant que dirigeant, mais peu importe d'ailleurs en tant que citoyen, en fait, c'est assez rare d'avoir... Et j'ai bien aimé, je trouvais ça intéressant ce que vous disiez à propos de Jean Jouzel, qui vous a vraiment permis de comprendre l'enjeu et puis permis de comprendre la différence entre ce que peuvent raconter quelques sceptiques et la réalité scientifique. Et donc, il y a un vrai enjeu, à mon avis, et je pense que ça va faire une bonne transition pour Yannick, à aller vraiment être très clair sur l'urgence, sur l'importance, même à des personnes qui pensent être convaincues, mais encore plus à celles qui ne le sont pas encore. Et voilà. Et en réaction, du coup, pensez-vous qu'on soit assez clair dans le discours économique, politique, non, bien sûr que non. D'abord, il y a beaucoup de blocages. Le fait qu'on n'arrive pas, ou très peu, à faire pousser dans les programmes scolaires, rien que ça, dans les programmes scolaires, la question climatique. Maintenant, Jean Jouzel travaille sur les programmes et est en train d'aboutir, mais vous imaginez, c'est quand même des choses qu'on devrait trouver dans les programmes scolaires depuis longtemps. Mon fils qui a 20 ans, il a fait toute sa scolarité de la maternelle jusqu'au lycée en scientifique, sans jamais avoir le moindre cours sur les questions relatives au changement climatique. Ce n'est pas normal. Dans le monde économique, on a affaire quand même à des lobbies très puissants, d'intérêts qui veulent que rien ne change, que rien ne bouge. J'en ai fait moi-même, je dirais, l'expérience, quand j'ai décidé à Paris de dire on va arrêter le diesel, mais il faut voir ce que je me suis pris dans la figure, le tir de barrage, nous expliquant qu'ils sont venus me menacer, m'expliquer que si je continuais, ils allaient me faire battre dans ma réélection à Paris et qu'ils allaient, m'ont-ils dit, me rendre responsable de la chute de l'emploi automobile au niveau européen. Je leur ai dit, eh bien chacun sera à sa place. Moi, je serai du bon côté de l'histoire et peut-être que vous, un jour, vous serez dans un tribunal accusé d'empoisonnement de la population parce que vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. Donc on a affaire quand même à des intérêts extrêmement puissants qui évidemment viennent vers le politique et bloquent le politique dans les avancées législatives parce que
pour arriver à pousser, à organiser, à permettre à une économie de se développer selon des règles qui soient moins prédatrices et qui proposent un modèle économique dans lequel la place du vivant, la place de l'impact environnemental et social et soit valorisée économiquement, soit mesurée dans la performance de l'entreprise, ça veut dire des changements de loi. Et il y a un tir de barrage, je vous le dis, très très violent, très clair, à la fois au niveau européen, parce que beaucoup de choses se décident à cet endroit-là, à la fois au niveau national, au Parlement et dans les ministères. Et puis ils ont découvert que les maires, notamment des grandes villes, avaient aussi une capacité à poser des actes qui finalement les contraignaient dans leur développement. Et donc ils ont découvert, les lobbyistes professionnels, qu'il fallait aussi s'attaquer aux maires. Et nous, ce qu'on a fait avec les maires, puisque j'ai présidé pendant 3 ans l'organisation des maires des 100 plus grandes métropoles mondiales, on a essayé de faire front, voilà, et de montrer que ce que je faisais à Paris, on le faisait aussi à Los Angeles, et on le faisait aussi à Vancouver, et on le faisait aussi à New York, et que de toute façon, puisqu'on représentait aussi un marché de 650 millions d'habitants et 25% de la richesse mondiale, qu'ils allaient compter avec nous. Donc voilà, on est dans ce rapport de force qui est loin d'être aujourd'hui gagné par celles et ceux qui, comme nous, ont une conscience environnementale et que ce modèle qu'on est en train encore de pousser est un modèle qui n'a pas de durabilité. Pardon. Mais justement, enfin, vous parliez de rapport de force. Nous, notre expérience, c'est qu'une fois qu'on nous a expliqué et démontré quelque part de manière très factuelle et scientifique ce qu'il était en train de se produire, il n'y avait plus de rapport de force. Enfin, je veux dire, il y avait l'envie, la désirabilité de changer. Et effectivement, l'une des propositions que la CEC porte, c'est en fait de démocratiser cette claque climatique et de l'imposer quelque part aux dirigeants d'entreprise, au monde politique, aux lobbies, à tous ceux qui ont le pouvoir d'agir pour pouvoir donner cette envie de faire ensemble. Et de faire ensemble, effectivement. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous et c'est comme ça qu'il faut procéder, c'est-à-dire par cette pédagogie, cette prise de conscience et faire en sorte, et je suis d'accord aussi avec vous, pour aujourd'hui me dire sur la planète, on est beaucoup plus nombreux à vouloir changer de modèle de façon pacifique que ceux qui voudraient rester accrochés à ces énergies fossiles, à ce système très prédateur et très générateur d'inégalités. Je pense qu'on est majoritaire sur la planète. Le problème qui est là, c'est que d'abord, cette pédagogie, par où et par qui elle passe? Elle passe par ce que nous faisons, par nos engagements personnels, professionnels, politiques, syndicaux, associatifs, et tant mieux, parce que je pense que c'est une bonne façon de pousser les choses. Après, quand vous regardez dans ce qui se diffuse d'une façon plus générale, regardez la place qu'occupe la question climatique dans cette élection présidentielle, si vous la mesurez sur les chaînes qui sont, certes pas les réseaux sociaux, mais enfin les chaînes qui informent la majorité de nos concitoyens. 2,7% du temps est consacré à ces sujets-là. Regardez dans le débat présidentiel, pourtant cette question elle est centrale parce qu'on sait très bien que en fait il y a un moment de l'irréversibilité là à 2030, donc c'est demain. Et ça ne veut pas dire qu'à 2030 tout bascule, mais ça veut dire qu'à partir de 2030, si on n'a pas posé des actes plus forts, plus puissants sur les énergies renouvelables, sur notre modèle de consommation, eh bien on aura beaucoup de mal à faire autre chose qu'à adapter. À s'adapter au changement climatique. Et donc, même en ayant cette pression-là, c'est très difficile d'arriver à passer le cap parce que, je vous le dis, il faut voir aussi comment s'organisent les pouvoirs aujourd'hui dans notre pays, en Europe et dans le monde. Ceux qui tiennent l'information, les chaînes de télé, qui sont financés par quoi? Par la pub de constructeurs automobiles, de tous ceux qui sont attachés au modèle qui est terminé. Pour moi, ce modèle-là, il est terminé. Il n'a pas d'issue, le modèle des énergies fossiles. Mais c'est quand même eux qui, aujourd'hui,
conditionne la nature du débat public et ce qui passe. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dresser un tableau dans lequel il n'y a pas de capacité à agir. Je pense qu'il faut malgré tout, avoir conscience de cet état de fait et du déséquilibre quand même du rapport de force, et deuxièmement, de se dire que parce qu'il y a des générations nouvelles, parce qu'il y a des entrepreneurs comme vous, parce qu'il y a des gens qui pensent le monde autrement et qu'on est plus nombreux, je suis convaincue qu'on est beaucoup plus nombreux à le penser autrement, eh bien il faut continuer à prendre tous les espaces de parole pour pouvoir faire bouger les choses. Et alors, donc nous on est 150 dirigeants d'entreprise, on est déjà, ça fait quelques poignées de jours qu'on se réunit et qu'on essaie de faire avancer les choses, et on fait déjà des grandes choses à notre échelle avec notre réseau. Mais maintenant, on a besoin de faire caisse de résonance. Et absolument. Concrètement, comment le monde politique peut nous aider, nous, chefs d'entreprise, à faire caisse de résonance dans ce monde économique? On n'y arrivera pas tout seul. On sait que, voilà. Comment d'abord, on est tous interdépendants. C'est-à-dire, il y a une prise de conscience citoyenne, il y a une prise de conscience aussi à partir des jeunes générations qui bousculent les parents et les grands-parents, qui se disent quand même, ils ont raison, nos enfants, de nous dire qu'on ne va pas pouvoir continuer à vivre comme ça, et qui bousculent in fine aussi les politiques. Pas tous, parce qu'il y en a plein qui sont encore accrochés à un système dont ils pensent qu'il va pouvoir encore durer quelque temps, et qui réclament d'ailleurs qu'il dure encore un peu. Mais quand même, il y a des choses qui sont en train de bouger, et la question de l'écologie, elle est présente. Elle est présente, moins dans les programmes conservateurs et ultralibéraux, parce que objectivement, elle n'a pas beaucoup sa place à cet endroit-là, malheureusement, mais beaucoup plus dans les projets de gauche progressistes et écologistes. Donc, il faut utiliser ces espaces-là et travailler aux outils qui peuvent permettre de faire bouger les choses. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger. D'abord, comment mesurer l'économie, la performance de l'économie. Voilà, bon, très bien. Nous y arrivons. En fait, c'est un prolongement parfait de ce que vous êtes en train de dire. Dans le monde de l'entreprise, on agit bien sur ce qu'on mesure. Absolument. C'est la philosophie générale. Et donc, grande question, et là on avance dans le temps, décembre 2021, session 3 à Nantes, qui est le sujet de compter ce qui compte vraiment. On s'est posé la question tous ensemble, est-ce on doit compter autre chose, mesurer autre chose que le PIB et sa croissance pour accompagner, pour piloter l'économie? Bien sûr. Bien sûr, parce que le PIB, il a été construit à un moment où la valeur des choses n'intégrait pas la durabilité, n'intégrait pas même le social. Et donc, on était dans des choses qui pouvaient être éphémères et que finalement, la valeur ajoutée n'était pas quelque chose qui renvoyait à une analyse un peu plus en profondeur. La valeur ajoutée, c'était y compris des choses qui ne supposaient pas beaucoup d'intelligence, beaucoup de travail de recherche, et on s'en satisfaisait puisque c'était la norme mondiale. Ça, c'est en train de bouger. D'abord parce que dans tous les pays, on est en train de porter, moi je porte, cette idée que la valeur de notre économie ne peut plus se mesurer de la même façon, qu'il faut intégrer l'impact carbone, qu'il faut intégrer quelque chose qu'on appellerait la dette écologique, qu'on va laisser à nos enfants. Je ne veux pas effacer l'autre dette, la dette financière, et je ne suis pas en train d'opposer l'une à l'autre, mais simplement, je ne veux pas qu'on mesure juste la performance et des entreprises et des collectivités, des acteurs économiques, par quelque chose qui serait la mesure de l'endettement classique et financier, mais qu'on tienne compte, par exemple, de cette question de l'endettement écologique. Tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui et que nos enfants ne pourront pas refaire, ne pourront pas faire, il y a quelque chose qu'ils ne pourront pas rattraper si on ne le fait pas aujourd'hui, ça s'appelle de l'investissement pour résorber une dette écologique. Et aujourd'hui, vous avez à la fois du côté des politiques, des expérimentations qui sont faites. Par exemple, en tant que maire de Paris, on a mis en place des indices de positivité de notre économie qui tiennent compte de choses qui renvoient au bien-être, qui renvoient justement à l'empreinte carbone des produits et des services. Donc on est un certain nombre de collectivités et d'entreprises à mesurer cela. Il y a dans les instituts statistiques, à la fois en France, au niveau européen, et même aujourd'hui une commission au niveau de l'ONU qui se réunit et qui travaille, d'ailleurs à partir de travaux aussi de l'OCDE auxquels j'ai pu participer en tant que maire de Paris, sur la croissance inclusive.
objectives, qui ont apporté d'autres critères. Et donc, il y a aujourd'hui les instituts statistiques qui sont en train de travailler à l'élaboration justement de critères de mesure de la performance qui tiennent compte de l'impact environnemental et social, à la fois macroéconomique et aussi microéconomique pour les entreprises. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger. Je pense que c'est aussi évidemment au monde économique, aux entrepreneurs que vous êtes, de pousser cela. Et on en parlait avant de démarrer. Gilles, par exemple, toi qui officies dans la ville de Paris, tu mesures certaines choses ou tu veux mesurer certaines choses. Est-ce qu'on pourrait donner des exemples et peut-être se poser la question, est-ce que c'est des choses qu'on peut élargir au périmètre national? Oui, alors bon, nous, notre cas particulier, il est un petit peu évident, on va dire, puisque l'objet même de l'entreprise a une vocation environnementale dès le départ. Nous, on fait des remorques pour vélo qui ont pour vocation de remplacer des véhicules en ville. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que au-delà des euros, et c'est aussi quelque chose qu'on essaye d'expliquer à notre chaîne de valeur, à nos clients notamment, mais c'est pas si facile. Au-delà des euros, il y a des choses beaucoup plus physiques et finalement beaucoup plus concrètes qui sont aussi importantes à regarder. On peut parler de kilomètres, puisque c'est vraiment la donnée, la donnée fondamentale, transportée avec un véhicule non polluant, en tout cas moins polluant, parce qu'on n'est pas non polluant, mais moins polluant qu'un véhicule thermique, voire même électrique, puisqu'une voiture qui fait 1 tonne pour transporter 200 kg de marchandises, on peut se poser la question. Et puis, dans ce que je viens de dire, il y a quelque chose qui est sous-jacent, c'est la question des ressources. Vous l'avez aussi dit en introduction, c'est intéressant. On est dans un monde où, au-delà du réchauffement climatique, des pollutions et de la biodiversité, on est aussi dans un monde où les ressources se raréfient. Et nous, on a besoin de ressources, par exemple, pour fabriquer nos remorques. Quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Alors, on mesure bien ce qu'on fait pour nos clients. Par contre, on est encore assez jeune dans ce qu'on fait nous en interne pour se fournir en aluminium, en acier. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à le faire Combien de temps Comment la ressource est disponible? On ne sait pas. Et ça, il y a maintenant des méthodes qui commencent à... On a été formés d'ailleurs à ces sujets-là. Il y a des méthodes qui existent. Et peut-être qu'au-delà de compter sur la bonne volonté de quelques entreprises engagées, il y a un enjeu à normaliser exactement ces méthodes. Et à légiférer. Moi, je pense qu'évidemment, tout ce travail qui est en train de se faire pour l'instant avec à la fois des expérimentations, mais qui vont tous dans le même sens, c'est-à-dire donner la vraie valeur à notre économie, tenant compte, y compris de ce qu'elle dégrade, de son impact et de ce qu'elle permet de protéger, et en intégrant l'humain et l'environnement. Tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ça doit déboucher effectivement sur des façons de mesurer l'économie, à la fois des indicateurs, le nouveau PIB qui devra sortir de tout cela, mais aussi ça doit déboucher sur des lois, parce que forcément c'est aussi à partir de ces lois qu'on va pouvoir décliner un certain nombre de dispositifs. Par exemple, quand dans mon programme je dis il n'y aura plus d'aide aux entreprises qui ne tiennent pas compte d'un certain nombre de critères environnementaux et sociaux. Ça veut dire qu'il faut poser ces critères environnementaux et sociaux. Je dis il faut par exemple qu'une partie des aides publiques n'aille plus du tout dans des secteurs carbonés qui continuent à être des secteurs d'exploitation de ces énergies fossiles et qui en font d'ailleurs leur cœur de métier. Donc on supprime les aides à cet endroit-là pour rééquilibrer. C'est toutes les questions relatives aux taxes carbone, etc. Et ça, c'est au niveau national. Donc c'est la loi. La loi, elle dépend de qui? Des politiques, du gouvernement et bien sûr des parlementaires. Mais c'est aussi le niveau européen pour nous qui est extrêmement important, parce que c'est à ce niveau-là qu'une partie de l'harmonisation, et d'ailleurs qu'il y a une écoute plutôt intéressante aussi au niveau européen qui peut y compris nous pousser à bousculer un gouvernement qui n'est pas du tout aujourd'hui attentif à cela. Hier, j'étais dans un grand oral avec le secteur automobile, enfin disons des mobilités, mais c'était quand même beaucoup le secteur automobile. En gros, j'y apprends, mais je le savais, que Carlos Tavares est en train de bousculer ciel et terre, comme il sait faire, pour essayer de faire reculer la réglementation et les normes et les objectifs européens pour la sortie du véhicule thermique, en disant on n'y arrivera jamais. Je leur ai dit non, c'est pas en disant on n'y arrivera jamais. On fixe un cap qui était quand même suffisamment long pour pouvoir, et qui tient compte de ce qu'est la durée de vie d'une voiture,
pour pouvoir réadapter. Et je leur ai dit, d'ailleurs, si la France se met à mener ce combat d'arrière-garde, parce que c'est un combat d'arrière-garde, alors on va se faire dépasser par tout le monde sur l'innovation. Donc je pense qu'il y a du côté des industriels, des chefs d'entreprise aussi que vous êtes, il y a, je pense, dans le discours, quelque chose qui doit promouvoir, pas de façon idéologique, mais très pragmatique comme vous le faites, ce modèle de développement économique qui est le seul modèle praticable pour les années qui viennent. Et une petite question avant de transitionner à la dernière partie. Par exemple, Gilles, toi tu parles de kilos ou de kilomètres évités. Ce qui est hyper intéressant, hyper riche dans la Convention des entreprises, c'est qu'on a quelque part à l'autre bout du spectre de taille d'entreprise, Renault Trucks, 10 000 employés, qui se posent exactement la même question. Parce qu'ils ont conscience que les camions, c'est l'effet 14 juillet sur les Champs-Élysées, ça use la route beaucoup plus vite, donc c'est plein d'externalités. Et qui du coup veut se Et chaque 14 juillet, je suis à la tribune en me disant ils sont en train de me défoncer l'avenue des Champs-Élysées. Quand on prend la logique micro que veulent s'appliquer Carriol, que veulent s'appliquer Renault Trucks par exemple, et qu'on prend à l'échelle macro, est-ce que la puissance publique peut s'imaginer pour accompagner l'urgence, fixer des quotas, par exemple, de kilomètres, de kilos, de ce genre de choses. Sectoriel. Par exemple, dans la proposition que je fais, mais d'autres à gauche la font aussi, c'est de programmer, de planifier cette mutation, de la planifier en se fixant des objectifs et des objectifs par grand secteur. Il y a tous les secteurs carbonés qui vont devoir muter. Et il faut qu'on marche sur deux pieds, c'est-à-dire et la logique économique et industrielle et la logique concernant les travailleurs de ce secteur qu'il va falloir accompagner, donc une logique sociale. D'accord, mais voilà, je n'anticipe pas la troisième partie, mais bien sûr qu'il faut planifier, programmer. Par exemple, moi je propose sur le secteur des mobilités une odyssée industrielle. Une odyssée industrielle, c'est quoi? C'est de se dire la France, sur les questions de mobilité, peut être leader en à la fois mettant la recherche, en mettant le monde économique, le monde syndical, les associations, les collectivités territoriales qui ont un rôle important, et définir sur la question de la mobilité une odyssée, c'est-à-dire comment la France peut-elle être un pays moteur très concrètement, en l'espace de 5 ans, sur les questions de mobilité. Mobilité électrique, mobilité par exemple aussi liée à l'hydrogène, comment développer et du transport en commun et des mobilités actives comme le vélo ou d'autres mobilités. Comment accompagner aussi nos concitoyens individuellement, notamment les classes moyennes, les catégories populaires qui n'ont pas aujourd'hui l'argent pour s'acheter un véhicule électrique vers ce type de mobilité, parce qu'il y a des endroits où c'est par la voiture individuelle que ça passera quand même quand vous êtes en Corrèze ou dans des territoires très ruraux. Bref, une odyssée industrielle doit nous permettre et de planifier et de nous fixer un objectif, et ça peut aller très vite. En fait, souvent on nous dit « oui, oh là là, mais alors tout ça, ça va prendre des plombes ». Non, pas du tout. Si on crée les conditions justement d'un consensus pour avancer, parce qu'on a conscience de cet enjeu climatique et du fait qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça et qu'on est de plus en plus nombreux à savoir qu'on ne va pas continuer comme ça, eh bien là, on peut créer les conditions assez rapidement. En 5 ans, on peut vraiment changer de façon radicale les choses, sans avoir le sentiment de perdre en confort. C'est comme quand on passe de la voiture au vélo dans une ville comme Paris, où qu'est-ce que j'ai pas entendu sur je privais de liberté, surtout d'ailleurs des hommes CSP+, à bord de leur voiture. Mais bon, je les privais de leur liberté. Et puis petit à petit, beaucoup d'entre eux ont compris qu'en fait le vélo, c'est pratique, c'est chouette, c'est aussi une liberté. Et beaucoup d'entre eux d'ailleurs sont venus me voir en me disant ma vie a changé et c'est quand même plutôt plus agréable. Donc on voit bien qu'en l'espace de quelques années, on peut arriver à faire une bascule positive, pacifique, sans révolution, sans drame. Mais je crois qu'on est capable de le faire. On a tous les ingrédients là, parce qu'il nous reste 4 minutes. Donc voilà, c'était ma question. Pour passer à la dernière partie, c'est celui de la transformation de l'emploi. Oui. Vous avez peut-être lu des éléments du plan de transformation de l'économie française du Shift Project, qui font partie du comité de garant de la Convention. Un des chiffres qui en sort,
c'est que la transition écologique, c'est un potentiel de 800 000 emplois détruits pour 1,1 million créés. Donc il y a une notion de création nette, mais passer par la destruction, ça va être compliqué. Comment accompagner ça? Et peut-être, Marie, est-ce que tu as envie de vous lancer là comme ça son carreau, mais est-ce que tu as envie d'apporter du contexte Non, sur après, c'est vrai que donc moi, comme disent certains, je fais des ronds dans l'eau dans Paris, voilà. Donc a priori, donc se pose donc la question de l'évolution du modèle et de notre activité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je regarde, si je dis à mes équipes, demain vous n'allez plus transporter des touristes, vous allez faire par exemple du transport de marchandises, je crois que j'ai un petit mouvement de panique et ça, ce sera dans le meilleur des cas, voire un mouvement de grève. Donc effectivement, il y a encore une fois, on revient un petit peu sur la désirabilité de la chose et donc la claque climatique qu'il faut que tout le monde se prenne. Mais effectivement, comment on accompagne les entreprises à mettre en place de tels plans de formation pour accompagner dans la transition énergétique. C'est un petit peu, effectivement, parce que ça va coûter de l'argent. Hein, la personne qui vend des billets, aujourd'hui, c'est pas pareil que si demain, elle organise des livraisons de petits colis. C'est absolument rien à voir. Donc, effectivement, il y a besoin d'un plan Marshall sur l'emploi et sur les évolutions de l'emploi. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau. Hein. On a connu déjà ça. Moi, j'ai travaillé longtemps au ministère du Travail. Je me suis occupée dans les années 90, notamment de grandes mutations industrielles dans le secteur de la sidérurgie, de la chimie et de la métallurgie. Et il faut des outils. Il faut de la planification et des outils. Effectivement, accompagner, par exemple, les travailleurs et les femmes qui ne pourront plus continuer à travailler dans un certain nombre de secteurs d'activité, soit vers les nouveaux secteurs, par de la formation, ça veut dire des plans de formation qui soient adaptés. Je pense qu'il faut beaucoup s'appuyer sur les régions. Hein. Pour moi, c'est quand même le bon espace territorial, géographique pour mettre en place ces plans d'accompagnement. Mais ça veut dire des moyens, ça veut dire des vrais outils de formation réels. Et puis, c'est aussi former vers les nouveaux emplois, les personnes qui vont aller occuper ces nouveaux emplois qui vont être créés notamment grâce à cette mutation de notre économie vers sa décarbonation. Et puis, il y a des personnes qui peut-être seront en fin de carrière, en fin de vie professionnelle, qu'il faudra accompagner vers la retraite ou vers d'autres, je dirais, d'autres temps de la vie, sans qu'elles ne perdent en pouvoir d'achat et sans qu'elles ne soient, je dirais, dans une situation où elles ne pourraient plus vivre. Mais ce n'est pas la première fois que notre pays ou même l'Europe connaît ce type de mutation. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que tout ça n'est pas anticipé, parce qu'on vit dans le mythe que le marché va pouvoir se réguler tout seul et que tout ça se réglera. Ça ne se règle jamais tout seul. Si on ne met pas en place et les plans industriels et les plans sociaux positifs, hein, ce n'est pas juste pour du licenciement, un plan social, c'est vraiment pour accompagner aussi la formation vers de nouveaux métiers. Si on ne le programme pas, alors rien ne se passe. Et alors effectivement, il y a une casse sociale terrible, et une casse sociale qui touche notamment les plus fragiles, c'est-à-dire les moins qualifiés, et les personnes qui ont, je dirais, voilà, le moins de capacité à pouvoir s'en sortir dans cette nouvelle économie. Donc ça se programme. Ce que je propose dans mon programme pour cette élection de 2022, c'est cette programmation. Il nous faut aussi des outils européens. Ça a toujours existé. Il y a toujours eu au niveau européen le Fonds national pour l'emploi, des fonds structurels pour accompagner les grandes mutations. Je pense que le plan de relance européen qu'on a connu là et qu'on connaît encore après le Covid devrait être orienté vers cela. D'ailleurs, les syndicats au niveau européen ont réussi à créer un fonds social justement d'accompagnement des travailleurs des secteurs carbonés qui vont être impactés par cette question du changement de modèle économique. Donc voilà, il y a des outils, c'est pas nouveau, mais simplement il faut juste sortir du mythe que le marché va pouvoir régler tout seul cette mutation-là et sans faire de casse. Non, ça fera beaucoup de casse s'il n'y a pas des politiques publiques qui les accompagnent. Et également, excuse-moi, mais également des entreprises qui l'accompagnent. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas
moi, je ne me souviens pas dans mes cours d'histoire qu'on m'ait dit que les régions textiles de France sont très très bien sorties des industrialisations textiles. Donc il y a effectivement quand même le besoin de s'appuyer également sur les entreprises en tant que telles qui justement ont cette... Alors même si elles voient à 3 fois 3 mois, c'est-à-dire dans 3 mois, dans 3 ans et autres, c'est... Mais les entreprises ont besoin d'un cadre de loi, d'accompagnement et d'aide, sinon elles pourront pas faire toutes seules. Plus d'accompagnement que de loi. Enfin, Ah ben, vous savez, les industries textiles ou sidérurgiques, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de casse, mais s'il n'y avait pas eu à l'époque les plans d'accompagnement de ces mutations industrielles, je vous assure que la casse aurait été encore pire. Ce qui ne s'est pas produit après, c'est la réindustrialisation, parce qu'on n'a pas pensé la réindustrialisation, on a pensé le changement, enfin en tous les cas la mutation de ces économies, mais pas la réindustrialisation. Et là, il faut penser réindustrialisation, c'est-à-dire tous les nouveaux emplois doivent venir là. Les entreprises doivent jouer leur rôle, c'est à elles de faire, hein, je ne dis pas le contraire. Mais sauf que s'il n'y a pas un cadre qui permet de mobiliser des moyens pour la formation des salariés, pour justement l'aide à la réindustrialisation, pour par exemple acquérir le foncier nécessaire à la réindustrialisation. Et on sait que le foncier, on a besoin de beaucoup de foncier, par exemple sur les activités nouvelles comme autour des énergies renouvelables. S'il n'y a pas des lois qui permettent aux entreprises après d'opérer ce qu'elles doivent faire, alors ça devient plus compliqué. Mais les entreprises sont des acteurs indispensables. J'ai pas 20 secondes. Voilà. Actuel, mais on a répété plusieurs fois que nous sommes à court de temps. Et ben voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et dans les déclics, je suis allée à la COP 26 à Glasgow. Et on a eu, avec les maires des grandes villes du monde, une présentation d'un rapport par un scientifique britannique, David King, et sur l'accélération de la fonte des glaces au pôle Nord et la rapidité avec laquelle les effets sur les courants, sur le changement du climat sont en train de se faire sentir, et la montée rapide des eaux qu'on va avoir avec des zones qui vont être, et des pays pas des moindres, hein, qui vont être vraiment sous l'eau, à très court terme quand même, à horizon de 2030. Alors là, franchement, moi là j'ai pris une claque. Hein. Pourtant je suis dedans depuis longtemps. Deux très grosses boucles de rétroaction qui arrivent. Là, c'est l'Amazonie et le pergélisol qui vont pas être rigolotes si elles se déclenchent. Marie et Gilles ont une petite piqûre de rappel à chaque session. Ah non mais vraiment. Et là c'est grosse claque. Hein, grosse claque. Même quand on est dedans depuis, voilà, moi ça fait plus de 20 ans hein, quand même que je travaille sur ces sujets. Mais même avec ça, je vous assure que là... Quand on a eu la présentation de ce rapport, on s'est tous retrouvés le lendemain, là, les maires des très grandes villes, on s'est dit, vous avez vu la même chose? Donc, non, mais c'est... Bon, on n'aura pas le temps d'en débattre, mais c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu aussi à construire un imaginaire positif. Nous, on a vécu un truc... Odyssée, c'est beau. Nous, on a vécu un truc dans le thème poétique dispensé par l'Institut des futurs souhaitables. Ah oui. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est pareil, qui donne cette énergie d'aller imaginer des choses positives. Parce qu'en fait, c'est ça dont on a besoin. D'autant que c'est possible, hein, franchement. Voilà, moi je pense que c'est à nous de le faire. Voilà, c'est nos générations là. Et nous, en tout cas, au-delà des élections, et quel qu'en soit le résultat, on est là pour co-construire jusqu'en 2030. Oui. Mais enfin, quel qu'en soit le résultat, je vous assure qu'il y a des résultats qui risquent de nous mettre dans une situation très difficile. Hein. Si on continue comme ça, c'est un sujet si on continue de comme clivage ça, gauche-droite encore c'est question de débat, mais je comprends pas. Non, mais il n'y a pas de part de marché, il n'y a pas de frontière dans un monde effondré. Ça me paraît pas très clair. Oui, mais sauf qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent encore se faire beaucoup de profit en poursuivant encore un petit moment Monsieur le bourreau, hein, et parce qu'ils n'ont aucune conscience de leur responsabilité vis-à-vis des autres. Peut-être aussi un défaut de formation. Et je vous assure que c'est pas quoi qu'il arrive là, hein, parce que vous avez l'option qui peut arriver, qui est une reconduction d'Emmanuel Macron. Je vous assure que la conscience de l'enjeu climatique et la façon dont on a perdu le leadership sur ce sujet-là à l'échelle de la planète parce qu'il n'y croit pas, est absolument délirante. Je vous assure, ce n'est pas le même monde. Hein, et il y a 5 ans pour agir.